Bonjour à tous, je suis Steven Knafo, je suis chef de clinique de neurochirurgie donc à Bicêtre, dans le sein du centre de référence Maladie CEMAVEM, centre coordinateur et dirigé par le professeur Parker. Je voulais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche qu'on a lancé récemment grâce au soutien financier en particulier de la filière Neurosphinx et qui s'intéresse à l'identité génétique des neurones de la moelle épinière et à la façon dont on pourrait peut-être s'en servir au service des patients. Alors, pourquoi on a lancé ce projet qu'on a intitulé Single Cell Spinal Cord Atlas? Parce que vous savez que maintenant on parle beaucoup de neuromodulation de la moelle épinière et en particulier dans le cadre alors de douleurs neuropathiques, mais aussi de plus en plus pour des patients qui sont blessés médulaires, par exemple au décours d'un traumatisme de la moelle épinière. Le rationnel de ces approches tient au fait que lorsqu'il y a un accident, il y a une interruption des faisceaux descendants supraspinaux, mais que les réseaux sous-lésionnels intramédulaires restent probablement intacts. Et donc, on pourrait tirer parti de ces réseaux sous-lésionnels pour essayer d'améliorer la récupération fonctionnelle. Donc, je vous ai mis ici, par exemple, une petite vidéo d'un rat chez qui on a transecté, donc coupé la moelle épinière et qu'on va stimuler avec une électrode épidurale sur ici un treadmill, donc un tapis roulant. Et vous voyez qu'en fonction de comment on stimule la moelle épinière, on obtient une motricité entre guillemets automatique, mais aussi volontaire de l'animal. Alors que sa moelle épinière est coupée, je rappelle. Alors, ça pose un peu question, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces premiers résultats précliniques sur des modèles animaux peuvent être aussi reproduits chez l'homme. Vous voyez ici la première publication d'une équipe de Saint-Louis aux États-Unis, chez un patient qui était paraplégique complet sur le plan moteur, et qui, après stimulation et rééducation, parvient à bouger de façon volontaire sa jambe lorsque la stimulation médulaire est activée et qui ne la bouge pas lorsque la stimulation médulaire n'est pas activée. Et donc évidemment, c'est des résultats qui sont tout à fait prometteurs, mais qui posent quand même la question de savoir quel est leur substrat anatomique et fonctionnel, et en particulier quelles sont les populations de neurones qui sont recrutées lorsqu'on applique une stimulation épidurale électrique au niveau de la moelle épinière. Et ces constatations de stimulation épidurale, finalement, peuvent aussi être explorées sous l'angle des populations de neurones. Et on a beaucoup progressé au cours des 10 dernières années dans la compréhension des circuits spinaux dans des modèles animaux, qu'ils soient rongeurs, comme ici à gauche, ou poissons-zèbres, en l'occurrence ici, grâce à l'identification génétique des populations de neurones. Donc, dans la moelle épinière, il y a plein de neurones moteurs, d'interneurones, et on comprend maintenant que ces interneurones peuvent être identifiés par notamment ici certains facteurs de transcription, et donc on va s'en servir pour cibler ces populations de façon spécifique. Et alors la vidéo ne marche pas, mais c'est pas grave. Et on peut les utiliser soit pour voir quelles sont les populations de neurones qui sont recrutées lors de certains mouvements, voire même, comme vous allez voir dans cette petite vidéo en bas à droite, faire ce qu'on appelle de la stimulation optogénétique, c'est-à-dire on va illuminer un endroit du cerveau qui se trouve là chez la souris, une population de neurones particuliers, ça va faire tourner la souris sur sa gauche lorsque la lumière s'allume. Et donc on cible de façon génétique, entre guillemets, les neurones réticulospinaux qui contrôlent l'orientation gauche-droite de la souris. Donc l'objectif du projet SI2 Atlas, c'est d'essayer de trouver des populations homologues aux neurones dont je viens de vous parler dans la moelle épinière rongeur, des populations homologues chez l'homme en s'appuyant sur ce qu'on appelle le profil transcriptomique, c'est-à-dire quels sont l'ensemble des gènes qui sont activés et qui sont dans le sein d'une population de neurones particuliers.
Alors pour ça, on s'est associé avec un groupe de recherche de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay et une plateforme de séquençage haut débit de l'Institut de biologie cellulaire du CNRS de Gif-sur-Yvette. Et on fait ce qu'on appelle de la transcriptomique single cell. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, ça veut dire qu'on prend un tissu, ici en l'occurrence la moelle épinière, qu'on va dissocier, c'est-à-dire qu'on va séparer en cellules uniques avec des protocoles de dissociation tissulaire. Puis ensuite, on va utiliser une machine qui, en l'occurrence chez nous, s'appelle un chromium. Mais globalement, le principe, c'est on va faire passer les cellules dans des petits canaux de microfluidiques une par une, et puis on va les encapsuler dans des sortes de bulles lipidiques. Et on dit les taguer, c'est-à-dire qu'on va associer une sorte de code génétique unique pour chacune de ces cellules qui permettra, après le séquençage, de retrouver l'ensemble des gènes exprimés par cette cellule. Donc ça a été appliqué, vous voyez ici un article de 2019 dans la moelle épinière des souris. On prend de la moelle épinière, on coupe la moelle épinière, on dissocie en cellules uniques, on met ça dans une machine. Chaque cellule est marquée avec un code barre unique. Puis ensuite, on séquence, on transforme l'ARN en ADN et puis on séquence l'ADN. Et on peut dire, du coup, ces populations de neurones qui étaient précédemment identifiées par des facteurs de transcription, ben non seulement elles expriment ce facteur de transcription qu'on connaît, mais on connaît tous les autres gènes qui sont exprimés par cette population. Et donc, là où c'est un gros progrès, c'est que les facteurs de transcription, ben, ils sont allumés, ils sont actifs pendant le développement, mais à l'âge adulte, ils sont inutiles, ils sont plus activés, donc on ne peut pas s'en servir pour cibler des populations. Tandis qu'aussi, on a tout le profil transcriptomique, on sait tous les gènes qui sont exprimés par un type de neurone en particulier, alors on peut s'en servir pour cibler cette population de neurones chez l'animal adulte et même, on l'espère, peut-être chez l'homme. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un projet qui va s'appuyer sur un protocole qu'on a déposé auprès de l'agence de biomédecine. Vous voyez ici, le récipient date du 17 février. Donc on pourra démarrer les prélèvements de moelle épinière à partir du 17 avril. Il y a un délai de 2 mois à respecter. Ce sont des prélèvements de moelle épinière qui se font chez des patients en état de mort encéphalique au moment du don d'organes. Lorsqu'il y a un prélèvement multiple d'organes, on peut aussi prélever sous réserve des autorisations et de l'accord évidemment de la famille des organes à des fins dites scientifiques. On va dissocier cette moelle épinière en cellules et même en noyaux. Et puis ensuite, on va analyser le transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes exprimés par chacun des neurones de la moelle épinière. Avec une autre technique, on va pouvoir dire où se trouvent ces populations de neurones dans la moelle épinière humaine, ce qui n'a jamais été fait. Et enfin, on va appliquer des algorithmes un peu poussés pour essayer de trouver des homologies entre ces populations de neurones chez l'humain et les populations de neurones que l'on connaît bien chez le rongeur, en particulier chez la souris. Vous voyez ici, c'est un papier tout récent de ce mois-ci qui s'intéresse ici aux ganglions rachidiens du primate, d'un macaque, et qui retrouve des populations de neurones homologues chez la souris et chez le singe. Et donc on peut imaginer faire un peu de façon similaire, retrouver des populations homologues chez l'homme et chez le rongeur. Et pourquoi c'est intéressant et quel serait éventuellement l'intérêt pour les patients? Eh ben, c'est parce que, vous voyez, dans ce papier qui est sorti il y a 2 mois, lorsqu'on fait un traumatisme médulaire, qu'on applique de la stimulation épidurale, on montre qu'on engage, qu'on active certaines populations de neurones qu'on peut identifier génétiquement. Et si on trouve chez l'homme des homologues, des équivalents de ces populations dont on sait qu'elles sont recrutées lorsqu'on fait de la stimulation épidurale chez la souris, alors on peut peut-être imaginer faire de la neuromodulation génétiquement ciblée chez l'homme. Je vous mets ici un papier qui était paru dans Nature en 2018 d'une équipe assez réputée en Suisse, où ils font tout un algorithme très compliqué pour essayer d'optimiser justement cette neuromodulation épidurale médulaire. Vous voyez ici que en appliquant de façon alternative la stimulation épidurale et en faisant de longs mois d'entraînement et de rééducation, on obtient des résultats qui sont des résultats très encourageants, mais qui restent quand même assez limités. Vous voyez que pour se déplacer, le patient a besoin d'avoir une compensation
de son poids. Il est entre guillemets suspendu à une sorte de hamac et on est obligé d'appliquer des algorithmes assez sophistiqués pour savoir quel site moduler en fonction du mouvement que souhaite générer le patient. Et donc l'idée un peu de tout ce projet, c'est, comme m'avait dit mon chef de service, essayer plutôt que d'essayer de taper avec un marteau sur l'ensemble des neurones, comme le fait un peu la stimulation épidurale, où on tape fort mais un peu sur tout, on pourrait peut-être essayer d'être un peu plus spécifique, de cibler les populations de neurones qui nous intéressent grâce à des outils génétiques pour, entre guillemets, jouer du piano, c'est-à-dire essayer d'avoir une action sélective et, si possible, harmonieuse. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci, Steven. Donc, c'est un regard très nouveau sur la moelle, l'anatomie, la génétique, le fonctionnement qui est proposé. Mais je voudrais vraiment remercier la filière parce que c'est grâce à l'aval de la filière et à son support et à son financement que Steven parvient à démarrer ce projet. Il est confiant dans la suite et dans l'avenir. C'est vrai que l'environnement est très favorable avec tous les labos neurosciences de l'Université Paris-Saclay et puis les équipes du GHU. Mais c'est en tous les cas grâce à la filière que ça peut démarrer. Alors je ne sais pas s'il y aura des questions, éventuellement Iris, mais c'est vrai que c'est tout de même d'une certaine complexité tout ça. Oui, une question rapide. Comment faire la différence entre les lésions neuronales liées à l'expérimentation chez l'animal? Si vous pouvez répondre, docteur Knafo. Entre les lésions de l'expérimentation et les lésions chez l'homme. Alors, je ne sais pas si c'est la question, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre, par exemple, un paradigme expérimental de section médulaire et un traumatisme médulaire au décours d'un accident de la route chez l'homme, par exemple. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles très souvent on a des résultats précliniques tout à fait intéressants et qu'on a du mal à transposer chez l'homme. C'est parce que le type de lésion qui est réalisé n'est pas tout à fait le même. Et vous avez vu dans le dernier papier que je vous ai montré, maintenant on fait de plus en plus des modèles dits de contusion, c'est-à-dire qu'on fait descendre un poids sur la moelle épinière de l'animal pour mimer un peu le traumatisme médulaire de l'homme. S'il y a une autre question? Non, c'est tout pour l'instant. Très bien, donc il se trouve qu'on est dans les temps en plus, donc c'est merveilleux. Donc si le professeur Didier Scavarda de l'équipe de Marseille est en ligne, il peut se mettre dans les starting blocks là, pour débuter sa présentation.